Merci de cette introduction. Alors c'est difficile de passer après Gérard Morvan avec un topo si magnifique et vous parler d'un sujet qui est peut-être un petit peu plus rébarbatif et surtout en m'adressant à un public rhumatologique qui connaît déjà bien tout ce problème. Alors je passerai vite sur ces notions que vous connaissez bien de cette maladie inflammatoire auto-immune très fréquente avec une gravité non seulement fonctionnelle, mais dont on sait aussi qu'il y a une moindre espérance de vie avec des comorbidités, mais qui a connu une révolution thérapeutique depuis plus de 15 ans avec les biothérapies. Vous connaissez aussi, je ne vous l'apprendrai pas, que du fait des progrès thérapeutiques, c'est devenu une urgence thérapeutique, alors pas au sens de l'urgence vitale qu'on connaît dans les services d'urgence, mais parce qu'on a, grâce à l'imagerie, pu montrer que les lésions structurales pouvaient être précoces, et les progrès aussi dans les tests biologiques qui permettent aussi un diagnostic un peu plus spécifique, ce qui fait que par rapport à moi qui ai un certain nombre d'années d'expérience en rhumatologie, au début la polyarthrite, on commençait les anti-inflammatoires, puis un petit peu de corticoïdes, et puis des sels d'or, et puis etc. Et on avait une pyramide où on allait de plus en plus dans l'agressivité thérapeutique, et on a complètement, donc en 20 ans, changé notre attitude, en sachant qu'il fallait au contraire agir très vite et très fort pour stopper cette affection et éviter ces lésions structurales, avec des conséquences tout à fait spectaculaires, puisque il y a tout un pan de la chirurgie réparatrice de la polyarthrite rhumatoïde qui a maintenant quasiment disparu. Alors la polyarthrite porte un mauvais nom parce qu'en fait on devrait parler de polysynovite, puisque ce qui caractérise effectivement cette affection, c'est une synovite articulaire ou synovite des gaines synoviales. Et si cet élément thérapeutique et de prise en charge est important, c'est que beaucoup d'études ont montré qu'à 3 mois, vous aviez déjà 10 à 26% des patients qui présentaient des érosions articulaires et qu'à 2 ans, ces érosions étaient de 75%. Alors ça, déjà bien sûr sur des études plus anciennes, puisqu'on ne devrait plus voir ça. Alors, quel est le rôle de l'imagerie dans la polyarthrite? Elle va aider à confirmer la synovite, même si la clinique, bien sûr, reste importante. On sait qu'elle est insuffisante et qu'un nombre de patients ont des arthralgies, pas forcément des gonflements articulaires. Et l'échographie, notamment, nous permet d'avancer dans le diagnostic. Donc, la première étape, c'est de confirmer le diagnostic, d'apprécier le degré d'activité de la maladie et ensuite de rechercher des signes d'agressivité. Ensuite, de voir si cette imagerie nous permet de préciser le diagnostic étiologique, puisque la polyarthrite ne résume pas tous les rhumatismes inflammatoires. Et puis, comme on l'a dit, vérifier s'il y a une rémission clinique, essayer d'apprécier cette rémission clinique. Alors, on n'oublie pas la radiographie préalable, qui reste, je pense, tout à fait nécessaire, même si elle n'est pas suffisante. En effet, cette radiographie peut être habituellement normale dans les rhumatismes inflammatoires débutants, ou en tout cas les lésions structurales peuvent ne pas être vues par la radiographie. Ensuite, ces images radiographiques ne sont pas spécifiques. Et en revanche, si vous avez un pincement de l'interligne qui apparaît très très rapidement, vous devez évoquer un autre diagnostic comme une cause infectieuse. Alors l'évaluation échographique pose un problème. Alors déjà en préambule, je voudrais rappeler que l'échographie voie permet de quantifier un épaississement synovial, un épanchement, une érosion, une hypervascularisation, mais elle ne fait pas le diagnostic étiologique. Et c'est toujours, toutes les images échographiques doivent toujours être corrélées aux données cliniques, biologiques et autres. Alors, l'Omeract a déjà depuis quelques années essayé de voir quelles étaient les anomalies que l'on pouvait évaluer en échographie dans la polyarthrite rhumatoïde, donc l'hypertrophie synoviale, donc sa définition, c'est un tissu intra-articulaire hypoéchogène, non déplaçable et faiblement compressible, avec différents grades, mais vous voyez là aussi l'imprécision
de cette gradation, puisqu'on parle d'épaississement minime, modéré, volumineux. Mais c'est très difficile de donner une quantification en millimètres, parce que selon les articulations, vous allez avoir 1 mm, 2 mm, 3 mm. Une synoviale sur les mains qui fait 3 mm peut être une synoviale tout à fait normale. Donc là, il y a une imprécision. Donc le Doppler, dont on a déjà parlé avec différentes gradations, et on va y revenir. Donc pour définir une synovite, c'est la précision, la présence, si vous voulez, anormale d'un tissu intra-articulaire qui est hypoéchogène, avec en principe un signal Doppler, plus ou moins intense. L'épanchement, lui, n'est absolument pas spécifique, et je rappelle que l'échographie avec Doppler, présence d'un épanchement, ne vous permet jamais de différencier une arthrite septique d'une arthrite inflammatoire ou d'une pathologie mécanique. Les érosions, en revanche, c'est beaucoup plus important. Simplement, l'échographie n'accède pas à toutes les articulations et ne peut pas voir toutes les érosions qui sont définies comme une discontinuité de la surface osseuse intra-articulaire dans 2 plans perpendiculaires, toujours dans ces images en échographie, pensez, regardez toujours dans les 2 plans de l'espace, en plus du caractère d'études comparatives. Et puis la ténosynovite, je vais passer. Donc j'ai abordé un petit peu tout à l'heure ce tableau qui est paru récemment, puisque ça date de 2017, donc de ce gros travail fait par le groupe Omeract Eular, donc qui a essayé de rapprocher une gradation en mode B, donc d'épaississement de la synoviale. Alors malheureusement, ces schémas ne sont pas bons, parce qu'ils vous montrent que la synoviale, vous voyez, en grade 1 est ici et que là, il n'y en a pas. En fait, la synoviale normale, elle va bien au-delà. Et quand vous voyez ici, vous voyez très bien d'ailleurs sur une coupe échographique, vous pourriez avoir, donc, vous voyez l'importance où va la cavité articulaire en amont de la tête d'un métacarpien. Donc, une synoviale normale va jusque-là. Alors après, c'est l'épaisseur. Mais l'épaisseur n'est pas un très bon toujours critère diagnostique. Alors, quand vous avez un grade de 3, effectivement, avec un épaississement comme ça, il n'y a plus de doute. Alors, on le corrèle à un aspect Doppler, donc avec cette gradation, 1 ou 2 spots. 1 ou 2 spots, c'est pas toujours évident, je trouve, parce que vous pouvez avoir des petits artefacts. Il faut vraiment refaire l'examen, bien balayer dans les 2 sens, faire attention à la pression, on en a déjà parlé. Quand vous avez ça, effectivement, il n'y a pas de doute, on est à un stade 2 et là, un stade 3, mais entre les deux, vous avez bien sûr tous les stades intermédiaires qu'il est difficile de définir. Malgré tout, donc ils ont essayé de combiner ces deux modes, le mode B et le Doppler, avec donc ces différents grades qui, bien sûr, quand c'est un grade 0, ça ne pose pas de problème, c'est négatif dans les 2 sens. Un grade 1, on va avoir un petit point là, éventuellement un épaississement synovial. Grade 2, grade 3, mais tout ça, c'est je dirais, de l'étude clinique, de la recherche clinique, et je ne suis pas sûr que ça soit vraiment très utilisable en pratique. Je vous ai montré tout à l'heure aussi ce tableau, donc avec ces différents modes. Le fait qu'un Doppler soit confluent, pas confluent, je ne sais pas si ça a une très grande valeur par rapport à des petits spots. La définition 1 tiers, 2 tiers, entre 1 tiers et 2 tiers et au-delà de 2 tiers me paraît plus facile à analyser que de faire des bandes et d'aller calculer la longueur de ces bandes. Donc voilà, ça aboutit à cette classification. Donc grade 0, articulation normale. Grade 1, donc on va avoir en plus, selon les grades, des sous-grades, c'est-à-dire qu'une synovite qualifiée de modérée peut avoir une hyperplasie synoviale de grade 2 avec un signal Doppler faible, ou une hyperplasie synoviale de grade 1 avec un Doppler plus important. Bon. C'est difficile, je ne suis pas sûr que vous allez en retenir, je pense encore, une gradation très utilisable en pratique. Et puis, dans cette évaluation échographique de la polyarthrite, il faut reconnaître qu'il y a aussi des difficultés. Comment évalue-t-on dans une ténosynovite où on est sur une surface beaucoup plus importante avec une variation de la zone inflammatoire et du Doppler? Que fait-on des panus synoviaux qui ne sont pas pris en compte en général dans ces évaluations échographiques?
D'autres difficultés, c'est les bursites, puisqu'on va avoir un signal Doppler qui va être plus souvent périphérique. Ici, vous voyez avec le SMI, qui n'est pas très significativement différent du mode Doppler puissance habituellement. Voilà l'exemple pour faire le lien avec la communication de Gérard Morvan d'une bursite talonnière. C'est pas très fréquent dans une polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez, donc c'est dans le capiton sous le talon, le calcanéum est là, avec cette grosse inflammation, et je pense que vous avez tous rencontré de temps en temps. Alors donc l'usage de l'échographie dans la polyarthrite rhumatoïde, je ne vous apprends rien, est devenu de toute façon obligatoire, je dirais, indispensable, avec un intérêt diagnostique dans la détection des synovites, la détection des érosions, l'activité de la synovite et la définition de la rémission, et puis au niveau thérapeutique également un intérêt dans un bilan pré-traitement local, dans le suivi post-infiltration et dans le suivi des traitements de fond. Actuellement, donc, l'échographie est recommandée au niveau diagnostic pour le diagnostic d'un rhumatisme débutant et inclassé. Et il est tout à fait admis, si vous voulez, que l'échographie est supérieure à la clinique pour faire un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, en dehors bien sûr des autres critères, que l'échographie est supérieure à la radiographie pour détecter des érosions. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de spécificité, si ce n'est que quand vous avez, pardon, passé trop vite, plus de désérosion dans 4 articulations cibles, c'est quand même un argument en faveur de la polyarthrite rhumatoïde, puisqu'on va avoir une sensibilité de 68% et une spécificité de 97%. Donc même si on ne va pas, j'irai complètement adhérer à l'idée qu'on fait un diagnostic de polyarthrite avec l'échographie, c'est quand même un outil intéressant au complément de la clinique. Bien. Alors, la détection, on va revoir là en plus en détail un petit peu les différents critères. Donc, moyen de détection des synovites, on a vu la clinique, l'échographie, l'IRM, autrefois la scintigraphie. Il est bien entendu démontré par de nombreuses études déjà depuis quelques années que l'échographie en mode B est supérieure à l'examen clinique. Quand on compare l'échographie à l'IRM, eh bien, il peut y avoir une surestimation des synovites en mode B, sans Doppler puissance, et par rapport à une IRM avec injection de gadolinium. Au niveau des mains. Pour les métatarso-phalangiennes, vous voyez que la spécificité et la sensibilité sont assez satisfaisantes en échographie, mais elles restent de toute façon inférieures à l'IRM. Donc l'examen est performant, l'échographie est performante pour la détection des synovites, plus pratique que l'IRM, et là où l'échographie l'emporte, c'est par sa disponibilité, son coût et sa rapidité. Deuxième élément après la phase diagnostique, est-ce que c'est une polyarthrite agressive? Donc il va nécessiter la mise en place d'un traitement plus important et plus rapide. Donc là, les moyens de détection, vous les connaissez. L'échographie est supérieure à la radiographie standard, ça c'est certain. Le gold standard pour détecter les érosions, ça serait en fait le scanner, mais c'est irradiant et c'est un examen uniquement pour les études. L'échographie a des bonnes performances par rapport à l'IRM, sauf que l'échographie ne permet pas de voir toutes les articulations et toutes les érosions articulaires. Donc quand on détecte des érosions, bah, c'est un élément positif, on le sait, mais quand on ne les détecte pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On pratique, on va quand même utiliser le couple radiographie-échographie, l'IRM étant beaucoup trop coûteuse et plus difficile. Dans l'évaluation de l'activité, on a des critères cliniques, on a des critères biologiques, on a des critères anatomiques, et si on utilise l'échographie, on va avoir une bonne corrélation entre l'anatomo-échographique, je dirais. Vous avez ici les chiffres, et la simplicité de l'échographie fait que c'est vraiment un outil utile pour évaluer l'activité. Évaluer l'activité, ça veut dire donc apprécier le caractère inflammatoire. Si on compare le DAS28 par exemple, le nombre d'articulations douloureuses,
le DAS28 est basé sur des données purement cliniques et biologiques, ça ne reflète pas parfaitement l'activité inflammatoire de la polyarthrite. Si on essaie de corréler le signal Doppler, eh bien, il y a effectivement une corrélation de ce signal Doppler positif en Doppler puissance avec la présence de TNF-alpha, de marqueurs de l'inflammation, d'IL1-bêta, l'expression du gène de l'IL6 et de facteurs type VEGF. Les marqueurs de l'inflammation, la concentration sérique aussi de cytokines étaient également corrélés, les scores histologiques sont corrélés. Donc, il y a une corrélation entre l'échographie et le DAS28 pour apprécier l'activité de la maladie, mais elle est faible et il y a une variabilité importante à l'échelon individuel et quand on est hors d'études, ben, c'est effectivement la vie de tous les jours. Il ne faut pas utiliser uniquement ce test. Quelques remarques sur l'évaluation donc de l'activité. D'une part, bon, on l'a dit, ce n'est pas synonyme de rhumatisme inflammatoire. Et je vous donnerai l'exemple d'une patiente qui avait des douleurs métatarso-phalangiennes avec une polyarthrite qui paraissait parfaitement équilibrée cliniquement. Et puis, des douleurs purement mécaniques. Elle avait des destructions au niveau de ses métatarso-phalangiennes. Et elle avait un signal Doppler, mais c'était des douleurs mécaniques séquelaires. Et qu'on aurait pu dire, si on se basait uniquement sur le signal Doppler, que sa maladie était toujours active. Donc il faut vraiment toujours faire attention à cette corrélation entre la clinique et le caractère des douleurs. Au niveau du traitement, donc on l'a dit, c'est une urgence thérapeutique, et le but du traitement, c'est d'obtenir une rémission. Alors, c'est pas simplement de dire que le patient doit être content, il n'a plus mal et il retrouve des articulations d'aspect clinique normal, c'est d'être sûr qu'on maîtrise complètement l'inflammation, donc il faut qu'il y ait disparition des synovites. Et comme on sait que la clinique est insuffisante pour faire le diagnostic de synovite, elle est aussi insuffisante pour dire que la synovite est parfaitement contrôlée. Donc c'est là, à mon avis, l'intérêt de l'échographie. Il y a, vous voyez par exemple sur la réponse au traitement, des études qui ont montré qu'après 2 à 4 semaines d'étanercept, on avait une diminution significative de vascularisation synoviale. Donc on a une preuve en imagerie de l'efficacité clinique du traitement. Les variations de la vascularisation synoviale sont aussi corrélées aux variations du gonflement de la douleur, au score clinique de VA par exemple. Donc il y a une assez bonne corrélation à la réponse au traitement. Après, c'est que ça réponde au traitement, il faut essayer de voir si cette sensibilité au changement est vraiment utile et pertinente. Je vous l'ai déjà dit, il y a une corrélation modérée avec le DAS28, mais quand on prend un certain pourcentage de patients qui sont en rémission clinique et qu'on fait des échographies systématiques, eh bien, on voit un nombre encore important de synovites en échographie avec Doppler positif, comme dans l'étude de Nguyen. Alors, à partir de là, on pourrait dire que l'échographie doit être systématique pour évaluer un traitement. Pour l'instant, on n'est pas encore allé là, d'une part parce que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, que même si les rhumatologues déchargent les radiologues d'un nombre d'importants d'échographies, tout le monde ne pourrait pas avoir des échographies à chaque fois. Donc je pense que quand on a un doute clinique, et tous ceux qui disposent d'un échographe le font, utilisent l'échographie, mais on ne peut pas dire qu'il faut que ce soit un critère absolu dans l'étude du suivi. Est-ce que, je suis passé un peu vite là, mais est-ce que aussi l'échographie permet de dire, ben voilà, on a une rémission clinique, on n'a pas du tout de synovite active en échographie, est-ce qu'on peut alléger le traitement? Ça, c'est un débat qu'on pourra éventuellement avoir, compte tenu des coûts des traitements, des problèmes associés à ces traitements. Donc, dans le suivi des traitements, il faut bien entendu toujours coupler le mode B et le Doppler puissance. Ne pas oublier quand même le suivi radiographique, parce que toutes les articulations, et notamment au niveau du carpe, on peut ne pas voir des carpites ou des érosions importantes. Une des questions qui reste posée, c'est est-ce qu'une synovite qui est devenue inactive sous traitement
Et réellement, on peut être réellement tranquille, parce qu'on s'utilise comme critère effectivement la disparition du signal Doppler, mais après tout, est-ce que vraiment le Doppler est suffisant, comme on l'a dit tout à l'heure, pour vraiment apprécier complètement la rémission? Et quel est le réel pronostic structural? On a tous des polyarthrites qui vont bien, elles ont une petite synovite, elles ne sont pas érosives. Est-ce qu'il faut rentrer dans une agressivité thérapeutique réelle pour des patients qui vont bien et qui ne détruisent pas leurs articulations, même si vous avez un petit peu de signal Doppler? Donc vous voyez que les questions qui se posent sont nombreuses. Je passe vite sur l'exploration Pressino-Vurtez. Bon, c'est, j'irais l'intérêt, si vous voulez, de ce travail, et notamment aussi qui avait été fait donc, par Maria Antonietta D'Agostino, c'était de montrer qu'avant de faire un geste d'injection, si on faisait une échographie, ça amenait à changer parfois la cible, parce qu'on pouvait dire que telle ou telle articulation était finalement moins inflammatoire par rapport à une autre. Mais enfin, ça, c'est de la pratique quotidienne. Bon, le suivi post-infiltration, c'est vrai que là aussi, ça peut être un moyen de vérifier l'efficacité de son traitement. Pour ce qui concerne le pronostic, il y a un certain nombre d'études qui sont listées là, qui montrent que la présence d'un signal Doppler positif est prédictif d'une rechute de polyarthrite en rémission. D'où effectivement cette importance de contrôler complètement la maladie. Et d'autres travaux, là, effectivement, notamment, il y a eu la cohorte Espoir, qui est une étude prospective française très, très importante, où on a pris un grand nombre de rhumatismes inflammatoires au départ inclassés. Et bien, quand il y a des lésions structurales, il y a effectivement une prédiction d'évolution dégénérative. Alors donc, pour finir bientôt sur cette qualification de rémission, bon, ça, je vais passer parce qu'on l'a déjà dit. Il y a un travail là qui assez récent qui permettent de dire est-ce qu'il faut faire une échographie de toutes les articulations pour apprécier la rémission. Alors ça dépend, je pense, aussi beaucoup des types de polyarthrite. Ce travail dit que l'écho des mains serait suffisante pour le suivi de ces rémissions. Voilà, par exemple, l'exemple d'une patiente qui n'a aucune douleur, qui a quand même 12 articulations gonflées, qui a un DAS à 3,33. Alors, le dernier point à aborder, c'est quelles sont les articulations à évaluer. Il faut que, effectivement, on soit efficace, pertinent, mais il faut que ce soit réalisable, parce que si vous commencez à faire une échographie de toutes les articulations des mains, des pieds et toutes les genoux, etc., vous allez passer un temps fou. Et c'est tout le problème de la standardisation. Alors, le DAS 28, comme vous le savez, il s'appelle 28 parce qu'on analyse cliniquement 28 articulations. Alors, vous voyez curieusement que ce DAS 28 n'explore pas les pieds, alors que c'est quand même un site important dans la polyarthrite. Il explore les genoux, mais la clinique, je dirais, ça c'est plus facile, effectivement. Et des grosses articulations et des petites articulations. Naredo a fait une étude comparant 44 articulations versus 12. Les 12 sont listées en bleu ici. Vous avez les coudes, les poignets, les deuxième et troisième MCP, les genoux et les chevilles. Et il ne trouve pas de différence entre 44 et 12. Un autre auteur, Bakaos, a utilisé lui 7 articulations, c'est-à-dire en n'utilisant que la main dominante pour voir si c'était suffisant et sensible au changement. Et enfin, une autre étude, la plus récente, de Yoshimi, 2015, a comparé 24 articulations versus 8 articulations, avec une sensibilité et une valeur prédictive qui était la plus élevée. Ces 8 articulations sont les poignets, les deuxième et troisième MCP et les genoux. Là aussi, on néglige un petit peu les pieds. Alors, on peut discuter à l'infini, si vous voulez, de ces scores. Ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, à Cochin, on va faire les poignets, les MCP 1 à 5, les IPP 2 à 5 et les MTP 2 à 5. À Bichat, on va faire que les poignets et les MCP.
Est-ce qu'on fait que les articulations systématiques ou est-ce qu'on fait des articulations qui ne sont pas forcément symptomatiques? Voilà, le débat est ouvert. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de réel consensus sur le nombre d'articulations pour ces scores. Je crois qu'il faut rester pratique dans notre pratique clinique. Dans les études, c'est sûr que quand on fait des études cliniques, il faut définir un score et vous voyez qu'il y a beaucoup de choix possibles. En revanche, ce qui est certain et ce qui est plus simple, c'est que pour évaluer les érosions en échographie, il n'y a que les 2e et 5e MCP parce qu'on peut avoir une vue latérale de l'articulation. On sait que ces érosions sont plus latérales. La tête ulnaire, qui est un siège fréquent d'érosion, et la 5e MTP, qui est souvent là où les érosions commencent dans la polyarthrite rhumatoïde. Et là, je crois qu'il y a un consensus pour ça. Donc, en conclusion, il n'y a pas de vrai consensus sur le nombre d'articulations à explorer. Est-ce qu'il y en a un sur la fréquence des examens? Bon, quand, bien sûr, une première échographie avant le début d'un traitement de fond. Apprécier à 3 mois l'efficacité, je crois que c'est du bon sens. Une éventuelle échographie à 6 mois, donc si l'échographie à 3 mois est anormale, s'il y a eu un renforcement du traitement à 3 mois, voilà, il y a différents critères qui permettent de faire ces évolutions, donc à 1 mois, 3 mois et 6 mois. Puis une 4e échographie à 12 mois. Bon, je crois qu'on suit tous des polyarthrites au quotidien. Moi, personnellement, je ne fais pas des échographies à chaque fois à mes patients, parce que je veux dire, on n'en sort plus. En fonction un peu de la clinique, de la réponse au traitement, le patient qui va bien et qui revoit avec ses tests, on n'a pas besoin, à mon avis, de faire d'échographie. Les limites de l'échographie, bon, il faut un bon appareil, ça c'est sûr. La sensibilité au Doppler, on l'a déjà dit tout à l'heure. Le problème qu'a le clinicien qui ne fait pas l'échographie, c'est de pouvoir faire confiance à l'échographiste, qu'il soit radiologue ou qu'il soit un autre clinicien, et donc c'est le problème de la lecture, et on l'a dit tout à l'heure, de l'acquisition et de l'interprétation des images. Les limites aussi, c'est l'accès à certaines parties de l'articulation. Et puis un autre élément qu'on n'a pas souligné bien entendu, mais qui est un élément pronostique au départ, c'est l'absence d'analyse de l'œdème osseux. Ça c'est l'IRM, on ne peut pas faire des IRM à toutes les polyarthrites. Et l'absence de score de référence. L'autre problème, alors je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais bon, c'est un temps d'examen long, et quand le clinicien doit faire l'examen ou le radiologue, c'est vrai qu'il faut entre 15 et 20 minutes, à mon avis, pour faire une échographie d'un bilan de polyarthrite, ce qui est quand même long. Alors il y a je vous dirai des petits trucs tout à l'heure éventuellement. Cotation inadapté en France compte tenu du temps passé, le problème de la fiabilité, de la reproductibilité, de la quantification du Doppler puissance, peut-être un progrès à attendre avec les nouveaux. Alors un truc astuce, c'est ce que Henri Guérinine m'a appris, des choses pratiques. Quand vous faites l'examen, commencez par faire les pieds, parce que si vous commencez par mettre du gel au niveau des mains, le patient va avoir besoin d'essuyer ses mains. Alors vous pouvez laisser le gel sur les pieds, vous passez aux mains après, et puis après le patient essuie son gel. C'est un petit truc. Ça permet de gagner du temps. Une chose aussi importante, on a parlé de synovite et donc d'exploration des articulations, mais quand vous faites un pied, vous n'allez pas déplacer votre sonde, vous balayez de tous vos métatarsiens et vous regardez les espaces intermétatarsiens. Parce que dans la polyarthrite, vous avez beaucoup de bursites intermétatarsiennes qui peuvent être isolées sans qu'il y ait de synovite. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, par souci de rapidité, il y a des collègues qui mettent le Doppler et puis qui passent d'emblée, et ça je crois que c'est pas une bonne chose parce que on dégrade l'image en mode B et en plus le mouvement va générer du signal Doppler. Comme on l'a dit tout à l'heure, notez l'heure de l'examen, le moment par rapport à la prise du traitement, même enfin l'horaire normalement est marqué sur l'appareil si votre appareil est bien réglé. Ce qui est d'ailleurs un moyen pour la sécurité sociale de voir si vous avez fait votre examen en 2 minutes ou en 5 minutes ou en 10 minutes. Donc pensez à ça, il y en a qui se sont fait piéger comme ça. Voilà, le gel et puis donc savoir rechercher les synovites plus latéralement. Donc je vous apprendrai rien en vous disant que l'échographie est devenue donc utile mais pas forcément systématique dans la polyarthrite. Elle permet de reconnaître donc un rhumatisme inflammatoire, d'en apprécier l'évolutivité, de vérifier l'efficacité de traitement et de faciliter des injections locales. Et je vous remercie de votre attention.